Et oui, c'est le top foot. Allez, comme tous les vendredis soirs, l'émission des Désaxés sur RIG 90.7. On est ravis de vous retrouver ce soir pour une émission spéciale, une émission énormissime ce soir qui s'annonce. Beaucoup de choses à aborder, beaucoup d'invités. On est très nombreux autour de la table. Voilà, on est ravis de vous retrouver. Un programme très riche aussi. Le Paris-Monaco qui arrive ce week-end. On va en parler en long, en large et en travers. Le mercato qui s'anime en Ligue 1, ça va être extraordinaire de toute façon. Il devient extraordinaire ce mercato. Et on a un invité en deuxième partie d'émission qu'on annoncera, qu'on va vous annoncer dans pas longtemps. C'est JO, je vais te laisser la parole juste après. Donc beaucoup de monde autour de la table ce soir. On est très nombreux, on est combien? On est 6, bientôt 7 après la pause, donc ça sera bouillant ce soir, chaud bouillant. On va aborder tout de suite le sujet qui va nous animer pendant toute la soirée. C'est notre invité en deuxième partie d'émission, Johnny Hecker, qui nous rejoindra. L'ancien joueur de l'OM notamment, de Lille. On reviendra sur son parcours, l'ancien joueur de Ligue 1. Voilà, donc il arrivera sur les coups de 20h15, donc restez bien avec nous. Messieurs, vous avez les micros ouverts si vous voulez intervenir. Gio, si tu veux nous dire un mot sur Johnny Hecker. Il me tarde qu'il nous raconte un petit peu comment s'est passée sa carrière. Il a quand même rencontré Coach Vaïd, qui a été quand même caricaturé par les Guignols. On a tous vu ses sketchs, donc ça va être... On va se faire notre amitié SFR Sport là, avec les anecdotes de vestiaire et tout, je pense qu'on va se régaler. Oh, je vais me casser les genoux à droite. Casser les genoux. Johnny Hecker, par américain. Voilà, donc l'invité exceptionnel de cette soirée, et pour l'accueillir, donc on est nombreux autour de la table. Il y a, comme d'habitude, il y a Bernie. Salut à toi Bernie. Salut à toi. Comment vas-tu? Écoute, ça va, après ma mise à l'écart de la semaine dernière pour le comportement. C'est ça, tu as reçu un carton rouge. J'ai pris un rouge. Et c'est terrible. Putain d'insulte dans le vestiaire. Et c'est ça, il faut pas... Que les arbitres. Eh oui, surtout les jeunes formés au club, parce que je crois que c'est Alex que tu avais insulté. Alex, défends-toi et dis bonjour aussi. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Oui, bon, il a eu un mauvais comportement en fait. Ouais. Il m'a frappé, il m'a asséné des coups même dans la voiture. De la part de ton père, c'est moche quand même. Ils sont plus connus son gars. Et pas avec mes mains. Et en plus, c'est normalement la fessée, t'as un qui m'a mis une fessée ce con. Non. Ils ont annulé le. Aujourd'hui. Lui a annulé. C'est à nouveau autorisé. Donc t'as le droit de me mettre des fessées. Très bien. Acheter le clin d'œil. Acheter le clin d'œil, ouais, c'est ça. Mais c'est filmé ce soir aussi, on n'a pas précisé. Donc ton clin d'œil sera vu à la caméra. Sur le boulevard. On lui dit bonjour, salut. Oui ou pas. Voilà. Donc on a Gio aussi, salut à toi Gio. Salut à vous tous, salut à toi Benji. J'espère que tu vas bien. Écoute, que tu es chaud. La forme, chaud bouillant. On vous a amené un nouvel équipier aussi, avec Florian Dermit, notre super sub. C'est ça. De la saison. Salut à toi Florian. Bonsoir. Comment vas-tu? Oh, c'est un bonsoir qui est timide, c'est un soir timide. Un peu timide. Il y a pas de donc habitué. Très bien, on te présentera un petit peu après, je te laisserai la parole 30 secondes pour que tu te présentes. Avec nous, on a les éternels Girondins Analyse, on a Seb autour de la table. Salut à toi Seb. Bonsoir. Comment vas-tu? Ma foi, bien. On est parti pour presque 4 heures d'émission. On va commencer avec vous, puis on continuera avec Girondins Analyse dans la foulée. Ouais. Voilà. Donc c'est cool. Merci. C'est cool. Merci à toi encore d'être présent. Merci à toi aussi Cyril d'être avec nous aussi. Bonsoir à tout le monde et c'est toujours un plaisir. Mais écoute, partagez en tout cas. Même s'il y a Bernie. Ouais, c'est ça, hein, c'est toujours un peu le problème. On a essayé de l'éjecter, mais bon. On a réussi avec les autres, mais Bernie est toujours. Je rappelle que je suis quand même le pilier de cette émission. Ouais. Et s'il est filmé de dos, il a quand même une casquette de joueur américain et un pull de Manchester United. Et tout à l'heure, il a dit il me tarde d'acheter le maillot de Certic à l'OM. Petite parenthèse pour tous les supporters bordelais. Ah, c'est moche ce que tu fais. Bon, Il a tout compris au football. c'est ça. Il est là. Bon, en tout cas, messieurs, on va s'attarder sur l'affiche de la semaine et l'affiche de la saison, j'ai envie de dire, en Ligue 1 en tout cas. Paris-Monaco, c'est dimanche soir à 21h. On est méga chaud, moi personnellement, en tout cas, je suis méga chaud pour voir ce match. Je pense que ça va être un sacré match. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu avec autant d'enjeux dans le championnat français, je trouve. Donc moi, il me tarde beaucoup. Match aller. Oui, non, mais avec autant d'enjeux. Oui, c'est vrai que Nancy-Bordeaux pour la deuxième place en je sais plus quelle année. Si, c'est là.
C'était pas mal. Donc ouais messieurs, Paris-Monaco, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous êtes chaud avant de voir cette affiche ou alors vous en avez rien à faire? C'est possible aussi. Voilà messieurs, je vous laisse la parole. Bernie, peut-être pour commencer. Oui, alors chaud de voir cette affiche, oui, clairement, parce que c'est le premier contre le deuxième. Après, il ne sera pas déterminant ce match pour la saison, mais après ça va être intéressant de voir la défense parisienne face à l'attaque monégasque. Il peut y avoir énormément de buts. Donc oui, moi je suis impatient de voir ça. Je suis impatient. Tu dis que le match n'a pas d'importance. Si Monaco bat le PSG, Paris est à 6 points. C'est que 6 points, il reste un jour. Tu vois, Monaco doit perdre 2 matchs. Il y a les champions. Alors il va y avoir avec des champions, ok, qui va arriver. C'est-à-dire qu'il faudrait que Monaco perde 2 matchs d'ici la fin de saison, alors qu'ils en ont perdu, je ne sais pas s'ils en ont perdu 1 cette année. Mais c'est pas parce que t'en as perdu 1 que t'en perdras pas 2 plus. Et il y a encore Nice qui est là. Et Lyon qui peut revenir à 1 point ou 2 de Paris s'ils gagnent leur match en retard. Oui, si. Ça fait vrai, mais ça fait. Ouais, mais avec des millionnaires. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pour Paris, il n'y a pas que Monaco à gérer. Quoi. Non, mais après, ce match, tu le gagnes, c'est très bien, mais c'est juste un match de confiance. Bon, mathématiquement parlant, ça te chiffre rien. Tu mets un petit coup de pression. Mais c'est un match psychologique. Il y a plus d'enjeux psychologiques que d'enjeux mathématiques. Donc toi, tu me dis que même si Monaco bat le PSG, Paris peut encore. Bien sûr. Ok, d'accord. Je suis assez d'accord, surtout on serait après les huitièmes de finale ou quart de finale, je dis pas. De toute façon ça se rapproche aussi mathématiquement au niveau du calendrier de la fin de saison. Maintenant il n'y a pas eu encore ce démarrage, ce sprint final, et bien ça peut commencer là, tout simplement. Ça va permettre aussi aux deux équipes de se jauger, de savoir si elles ont le niveau de Champions League, si les recrutements sont bien intégrés aussi, puisque ça il faut qu'on en parle. Ce qui s'est passé aussi à Paris, je pense qu'on est sur un renouveau, ce renouveau qu'on attendait de l'ère Leonardo est en train finalement de se passer. Est-ce que finalement Chloé Verte ne va pas réussir à marquer de son empreinte ce club? Parce que Lo Celso et Guedes, moi je trouve que c'est vachement intéressant. Oui, mais c'est bon, ça c'est vrai, tu as raison. Mais c'est des vrais passeurs, c'est des mecs qui ont une vraie technique de ballon. Et c'est ce qui manquait un petit peu à ce Paris, en plus d'avoir ces dragsters là sur les côtés. Là, ça devrait être intéressant. Et j'ai l'impression que la technique. Draxler. Oui, Draxler, mais c'est un Draxler. Bref, voilà. Je m'y attendais un peu. Son micro, s'il vous plaît. Je pense que je vais. le McDo. Et puis j'ai l'impression que Unai Emery, ça y est, arrive à faire passer son message. Ça se sent de plus en plus. Et c'est vraiment très très agréable. Et je te rejoins, Benji, il me tarde vraiment de voir ce match. Moi, il me tarde vraiment parce que c'est surtout Monaco, moi, qui m'encourage beaucoup à regarder ce match, puisque je les trouve eux très impressionnants. Offensivement parlant, on n'arrête pas d'en parler depuis le début de la saison, mais je trouve que dans l'organisation et même dans le jeu qu'ils mettent en place, je pense qu'ils ont tous les outils pour mettre à mal Paris. Ils l'avaient fait déjà en première partie de saison, donc clairement je pense qu'ils peuvent prendre un avantage psychologique dans cette confrontation à distance, là pour le coup qui sera plus à distance, ça sera confrontation directe, mais je la trouve vraiment très intéressante cette confrontation. Voilà. Peut-être laisser la parole à Florian, vite fait. Ouais, qu'est-ce que je pense que sincèrement, si Monaco bat Paris ce week-end, ça signifiera la fin d'une ère, je pense, pour Paris. Ouais. Parce que ça sera comme si une passation de pouvoir. Parce que Monaco prendra un petit peu l'ascendant sur Paris et puis les mettra quand même à 4 points, et ça sera très compliqué pour Paris, même avec les échéances en Ligue des Champions, tout ça, de revenir, je pense. Ouais. Oui, Bernie, après je te laisse la parole, Alex, je te vois lever la main. Je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire, étant donné que. Mais non, mais après, c'est. Non, mais dans le fond. Mais je commence pas. Dans le fond, c'est pas con. Non, mais dans le fond, c'est pas con. Sauf que le problème qui se passe, c'est qu'il y a dans le calendrier Monaco joue Nice la semaine d'après. Donc Monaco gagne Paris, t'es à plus 6 et tu te refais taper comme tu t'es fait taper au match aller à 6, tu reviens à plus 3. Donc le championnat est absolument pas joué. Donc pour moi, ça va être une course à 3 juste de quoi. Paris va à Nice aussi, donc ça va être plus compliqué pour Paris aussi d'aller à Nice. Mais je pense que ça va être plus compliqué pour Monaco que pour Paris d'aller à Nice. Monaco, ils en ont pris 4 à l'aller. Une cote à combien? À 2,90 ou à 2,30, Bernard? Oh là, les gars, je laisse mon ami Sébastien Fabrec gérer tout ça, c'est un pro des statistiques. N'hésitez pas à nous appeler pour vous donner. Ouais. Non, dites pas ça, il va appeler, il va porter un téléphone rose. Mais moi je trouve que le calendrier de Monaco il est compliqué et qu'il va y avoir une mini-rotation. Fabinho est quasiment. Il est incertain, donc ne sera pas à 100%. Derrière, tu joues Nice, qui n'oublions pas sur la Côte d'Azur, vu que tu étais justement au centre, c'est un derby. Et je pense que c'est plus important pour Monaco le match de Nice que le match de Paris. Ouais, c'est sûr quand même. Je
Je pense que Monaco va plus se donner les cartes contre Paris que contre Nice. Derby, ça va peut-être à la week-end. Parce que Paris va quand même. Je pense que sur tout au long de la saison, on va quand même très peu perdre de matchs jusqu'à la fin de la saison parce qu'ils vont finir très fort. Alors que Nice peut peut-être potentiellement moins bien marcher qu'en première partie de saison. Est-ce que c'est pas un peu un faux débat parce que contre les deux, de toute façon, ils se donneront à fond. Il y a un titre à aller jouer au final. De toute façon, les deux sont des concurrents directs. Alex, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette confrontation entre Paris et Monaco? Moi, je pense que ce match pourrait donner du piment à la saison. Après, suivant le résultat Selon le résultat. Selon le résultat à la fin. Ouais, est-ce que c'est ce gros mot? Laisse-le finir, hein. On recommence pas comme la semaine J'ai dernière. un bug, ok. Et me cache pas comme la semaine dernière. Ouais, c'est chiant. Et il s'est retranché derrière moi et tout. Il m'a appelé Tonton Benji. Il était en PS. Ouais, regarde à quel point j'ai été dans quel désespoir. Ouais, t'étais mal. Même mon fils a rigolé. Sur le parking. Vas-y. Alex. Ouais, non, en fait, on verra le résultat à la fin pour voir. Je pense que ce match peut donner du piment à la saison, sachant que si Monaco bat Paris, est-ce qu'ils seront plus motivés pour aller taper Nice chez eux? Ouais. Et après avoir, parce que Paris, justement, ils vont aller plus aller chercher ce titre, quand même, parce que ça fait 4 ans qu'ils règnent sur la Ligue 1, qu'ils n'ont jamais été détrônés, qu'ils n'ont jamais été perturbés ni titillés par un autre grand club. Après avoir, là, ils sont 3. À voir. Ouais. C'est cette course à 3 qui rythme un petit peu de toute façon, qui va rythmer cette fin de saison. Et ce match-là peut être prédéterminant. En tout cas, qu'est-ce que tu en penses, Ciel, de ce match? C'est surtout sur ce match-là, ça va être la qualité du football, ça va être un petit peu la vitrine de la Ligue 1. Alors, hormis, moi je suis d'accord avec Bernier pour dire que ce match-là est trop loin de la fin de saison pour être déterminant sur le classement final. Mais après, ça peut être quand même le match un peu des costauds, le match qu'on peut mettre en avant à l'étranger, le match qui peut réunir beaucoup de personnes derrière la Ligue 1, parce que Monaco joue très très bien au football, Paris retrouve son football, ça peut être vraiment un match de qualité, un match de Ligue des Champions, et ça fait des années qu'on n'a pas vu ça en Ligue 1, un match qui risque d'être très intense et très spectaculaire. Ouais. Alors je l'ai annoncé sur le programme comme étant possiblement l'un des grands classiques à venir dans les saisons à venir dans le championnat. En tout cas sur cette saison c'est sûr, parce qu'il va y avoir déjà la finale de Coupe de la Ligue qui a une saveur particulière, mine de rien, cette saison. On s'y est tous pris, et surtout les Bordelais. On s'en est surtout pris une. Et on va peut-être aussi les voir. Il y a possibilité, s'ils passent les tours de Ligue des Champions, éventuellement les voir aller loin en Ligue des Champions, on ne sait pas. Rappelons contre qui tombe quand même en 8ème, City et le Barça. City et le Barça. Écoute, pour Monaco, je trouve que c'est jouable. Maintenant pour Paris, on n'est pas à l'abri d'un. Est-ce que c'est pas un bon message à adresser aussi indirectement à. Je sais pas, moi, je suis City, je vois Monaco qui bat le PSG, une dizaine de jours, c'est dans combien de temps? 14 février, ça fait quoi? Ça fait pas 10 jours avant? Fête de l'amour. Bon, moi qui sais pas quoi faire, je réfléchis quand même. Il va peut-être falloir parler par-dessus, en même temps. Bien sûr. Donc beaucoup de rivalité cette saison. Il va y avoir en tout cas beaucoup de titres en jeu entre les deux clubs. Moi je voudrais juste apporter une toute petite nuance par rapport à ce terme de rivalité. Pour moi rivalité ça sonne avec les Paris-Marseille, les Bordeaux-Marseille, etc. Maintenant je suis assez d'accord avec ce qui se dit un petit peu autour de cette table. C'est-à-dire qu'il y a une vraie concurrence sportive, et ce que j'aime bien c'est qu'au niveau de la concurrence sportive, on entend par là qu'il y a deux politiques sportives. Même si la finalité est la même, les moyens ne sont pas les mêmes pour être mis en action. Je ne vais pas rentrer dans une comparaison qui a été 100 000 euros près. 100 millions Non, je parle non, parce que hier soir, je suis tombé sur un article qui détaillait les salaires des joueurs de Ligue 1. Je compare ceux du PSG, ceux de Monaco, à 100 000 euros près. Les salaires, je suis d'accord avec toi. C'est Roseva qui a 1 million. Maintenant, c'est les budgets des clubs qui sont différents. C'est 500 millions et Monaco, c'est 160. Alors, ils sont en augmentation. Mais quand même, ils arrivent à faire des. Bon, c'est le deuxième budget de Ligue 1, on va pas se cacher, c'est quand même énorme. Ouais. Maintenant, je regardais aussi par rapport à la politique de jeunes, parce qu'on dit souvent, Monaco a pas
a pas de vraie équipe de jeunes comme à Paris où il y a la Youth League, Ils ont une etc. équipe de basket. Et pour... ils ont une équipe de basket, c'est vrai. Par contre, je regardais, je me souvenais pas qu'ils avaient gagné la Gambardella l'année dernière, Monaco. Et tous ces jeunes qui sortent et qui vont scouter, alors peut-être qu'ils les forment pas, mais ils vont les acheter jeunes. Ils ont acheté un gamin là, de l'Ajax, il me semble. Ouais, de l'Ajax, il est très fort. Oui, voilà, exactement. Comme ils avaient fait Ferreira Carrasco qui est arrivé à la Belgique. Non, mais par contre, ils sont très intéressants. Par contre, sur le budget de Monaco, ce qui est intéressant à rappeler, c'est qu'ils n'ont pas non plus le même statut au niveau de l'imposition. Et donc, le 160 millions d'euros qu'a Monaco, si tu le ramènes à la France, tu peux peut-être pas le doubler, mais tu peux rajouter un tiers, je pense, dans la valeur du budget. Ouais. Et puis au niveau des jeunes aussi, Paris commence aussi effectivement à partir sur la lancée de Monaco. Ils viennent de recruter Lo Celso, Guedes, ils ont recruté Draxler aussi, donc c'est très jeune. Et puis je pense que Paris a eu comme politique de partir sur des joueurs très expérimentés comme Zlatan Ibrahimovic ou Thiago Silva pour l'œil, pour qu'on les regarde. Et puis pour faire venir aussi ces jeunes joueurs qui vont jouer à côté de joueurs expérimentés pour justement pour que le projet fonctionne. Après, sur Paris, je pense qu'ils ont voulu aussi que ça fonctionne très rapidement, mais ils sont un peu loupés. Et là, ils essaient de voir avec la jeunesse aussi pour apporter, en plus des expériences comme Thiago Silva, Thiago Motta, pour être meilleur dans les années à venir. Bien sûr. Moi, je voudrais faire un petit parallèle parce qu'on parle de Paris, des jeunes, etc. Je fais juste une petite parenthèse. Puisqu'on parlait de ces moyens qui ont été mis dans les transferts de joueurs d'expérience, comme tu viens de le dire, mais aussi dans la formation à Paris. On parlait de la Youth League, ils ont été finalistes, je crois qu'ils se sont réinscrits à un tournoi international, Bernie, ça va te parler, l'Al-Class ou je sais pas trop quoi, International Cup, c'est un tournoi dans les Émirats Arabes Unis où il y a les plus grands clubs européens en U17 je crois. Mais il y a l'OM qui aussi a mis les moyens cette semaine, je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc c'est une réelle tendance de faire de la post-formation, il y a juste un truc, les enfants, mais ils ont mis les ronds pour de vrai. Il y a juste un truc quand même, les enfants en termes de formation depuis tout à l'heure, alors c'est bien, mais au final, quel joueur Monaco a sorti? Mbappé. Ouais, quel joueur Paris a sorti? Kimpembe il joue pas, tous les autres ils sont partis. Koné, Ogenda, Coman, Rabiot. Coman, Rabiot de France. Alors je vais vous le dire autrement. Il y a à dire on fait une politique de jeunes avec des jeunes du cru qu'on va chercher et qu'on fait monter, et dire on fait une politique de jeunes en allant chercher les meilleurs jeunes à l'étranger. C'est de suite, c'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Il y a deux façons, suivant que tu as des moyens ou que tu n'en as pas. Encore que. Mais après, l'intérêt, c'est ce que veut un peu faire le LOSC aussi, si j'ai cru comprendre le message de Marc Ingla. Maintenant, l'intérêt pour un centre de formation, c'est la plus-value que tu fais sur tes jeunes. Tu parles de Ogenda, tu parles de Kimpembe, tous ces joueurs qui, c'est vrai, Ogenda, c'est l'exemple même. Quand il était parti à Bastia, il venait venir à Bordeaux, je me souviens, on était là, ce mec-là est incroyable. Ils ont raté Coman, alors voilà, mais Coman, on en a un. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est ils l'ont vendu combien? Même si c'est 1 million, même si c'est 1,5 million, Ogenda, ouais. Oui, sur 0, il est parti pour zéro. Ça amortit sa formation. Donc tant pis. Voilà, mais ils auront toujours le pourcentage formateur, Paris. Qui arrive sur des joueurs comme ça. Oui, c'est vrai, il y a les deux. Tu as toujours le pourcentage formateur, c'est magique. Ouais, je voulais recentrer un petit peu sur Paris et Monaco. Effectivement, les deux clubs se ressemblent un petit peu sur leur politique de formation. Il y a une rivalité aussi à ce niveau-là, même si il me semble quand même que Monaco est un peu plus en avance, historiquement parlant, que Paris Saint-Germain, il me semble. Ouais, mais. Ils ont sorti plus de joueurs. Par rapport à quoi ils sont en avance? Par rapport à la formation, les joueurs qui sont sortis. C'était pas la même époque. Paris, le bond en avant qu'ils ont fait sur les 5 dernières années, ils sont incontestablement au-dessus de quasiment tous les clubs français. Oui, bien sûr. Ils atteignent un niveau, à être aujourd'hui, le club français, être un niveau top 8 européen, c'est quand même quelque chose qui est irréalisable pour quasiment tout le monde. Même si Monaco va pouvoir le faire une fois, une année, Paris, ils y sont tous les ans. N'oubliez pas quand même que Monaco fait un quart de finale face à la Juve, si je dis pas de bêtises, que s'il n'y a pas une erreur d'arbitrage monumentale face à la Juve en fin de match, il passait, je pense, en demi, je pense. Au vu du match aller, du match retour. Ils avaient fait une belle campagne de Ligue des Champions. L'année dernière, qu'est-ce qu'ils font l'an dernier? J'ai une mémoire, c'est une catastrophe. Ils se font sortir par qui? Ils ne se font pas sortir du coup, je pense. Ils ne sont pas qualifiés. C'est pas Arsenal, c'est Arsenal qui les élimine en qualif. Si, c'est Arsenal, c'est la raison.
Oui. C'est Arsenal qui les sort. Ils sortent pas non plus de n'importe où, Monaco. Ok, ils ont eu une petite période difficile avec la descente, ils sont remontés. Qui élimine Paris, s'il vous plaît 2 fois Barcelone, une fois City, une fois Chelsea, et cette année, ils retapent Barcelone. C'est quand même un club qui, sur les 5 dernières années, ils sont quand même. Au bout d'un moment, quand tu arrives à tomber en quart ou en demi-finale de Ligue des Champions, tu vas les taper. Ouais, mais demander à Unai Emery, c'est passer ce cap-là. Une saucisse ou. Mais ce qui est demandé à Unai Emery, c'est d'arriver à passer ce cap-là. Aujourd'hui, comment il s'appelle le portugais Jardim. Lui, il doit déjà être arrivé à concurrencer Paris au niveau français et pouvoir faire un parcours en Coupe d'Europe. C'est ça, c'est l'objectif. Et Emery, c'est installer le club de PSG dans les 4 premiers du top européen. Franchir enfin ce palier que Laurent Blanc avait du mal à. C'est quand même bien différent au niveau des objectifs. Mais après moi, j'entends toujours ce débat. Alors, le tirage. On se tape Barça, alors il y a un club qui revient souvent, c'est Arsenal, qui tape que des gros, qui tape que la malchance. Oui. Alors c'est vrai que pour gagner une compétition, il faut avoir un tirage, un alignement des planètes favorable. Cependant, comme tu l'as dit Benji, et à un moment donné, quand tu es dans le sport, dans le top du haut niveau comme ça, à un moment donné, que ce soit Barça, Manchester City, ça compte pas. Ferreira Carrasco l'avait dit d'ailleurs, à un moment donné, on lui avait posé la question quand il avait pris Arsenal et ils étaient allés gagner là-bas à l'Émirat. Ouais, je sais plus, dans les Émirats. Et il avait dit, non, mais attendez, moi je me lève tous les matins pour ça. Ouais. Donc heureusement qu'on entend de temps en temps ce genre de discours, plutôt que le discours journalistico-français. Voilà, il faut se tempérer. Après, je suis complètement d'accord. Au bout d'un moment, tu veux prétendre à gagner une Ligue des Champions. Je vois pas pourquoi tu te plains de tomber contre le Barça ou Chelsea. Si tu vas dans ton but de gagner une Ligue des Champions, de faire partie du top 5 européen, il faut que tu te tapes un jour ou l'autre des mastodontes. Oui, bien sûr. C'est obligatoire. Si tu veux de toute façon aller au moins sur les demi, je pense que pour un club comme Paris, leur objectif maintenant c'est les demi, parce que les quarts on sait qu'ils sont capables d'y aller. C'est intéressant quand même qu'ils arrivent à battre un de ces grands-là, parce que au bout d'un moment ça commence à faire long, très très long. Excuse-moi, Paris t'as dit Paris, ouais. Ils les ont battus. Oui, ils ont battu. Ils ont sorti premier de poule. Non, le Barça les avait. Si, ils les avaient battus au parc, mais c'était un match de poule. Ils ont sorti qui d'autre puisqu'ils sont sortis en quart à chaque fois, ils ont forcément battu l'équipe avant. S'il y avait le. Chelsea, c'est les grandes épopées. C'est Valence. C'est des belles épopées. Bon, c'est pas non plus. Enfin, ouais, Valence, faut. Bon. En France, à part Paris et Monaco, qui peut battre Valence sur 2 matchs. Le problème de Paris, c'est ça de mourir ça. Oui, c'est quand même le gros problème de toutes les équipes européennes qui aiment le Barça. C'est un peu le problème. Actuellement, il fallait mieux que t'as regardé qui est quand même sorti. Non, mais tu vois, ce qu'on disait le tirage. Le tirage est fait le 14 février, c'est les 8e de finale. Le tirage est fait au mois de novembre. À l'époque, le PSG aurait pris le Real. On aurait dit, le Real machin. Quand tu vois le Real aujourd'hui qui est sur 4 défaites en 5 matchs, qui s'est fait sortir hier. Non, je sais, Bernie, je sais très bien, Ligue des Champions, patente, enfin, d'accord. Mais sur la dynamique actuelle, je sais pas si vaut mieux pas prendre le Real qui est un peu en deçà avec ses 4 défaites en 5 matchs en élimination en machin, que prendre le Barça qui met 5 buts à tout le monde. Bernie, je te laisse réagir et derrière. Oui, je sais, il y a du mal à sortir en dehors. C'est ça, t'es les gros clubs comme ça. Autant City, c'est le puceau de la Ligue des Champions, tu vois. C'est notre Alex. City, c'est Alex. J'ai déjà vu le Real, le Barça. Même peut-être que t'es droit. J'ai déjà fait une bisou à une fille, mais le Real. C'est bien, bon, Paris, ils ont marqué un but. Mais du coup, non, là tu peux pas, les gros. Mais comme ça, c'est précision, il faut pas brûler les étapes. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite, sinon tu vas. Exactement, faut pas faire une matra Racing non plus, quoi. À force de pas vouloir brûler les étapes, pareil. Ni comme ça, non. Non. Un juste milieu. Non, mais après, oui, là où t'as raison, c'est le tirage. De toute façon, on l'avait évoqué, le tirage fin novembre, ça n'a rien à voir avec le février. Alors, fin novembre, City, tout le monde les voyait déjà champion avec 1000 points d'avance. Ouais. Et maintenant le Navarro, il met plus un orteil devant l'autre. Donc,
Ça peut aller très vite. Bon, en tout cas, pour clore ce débat, on va faire vite fait un tour de table, des pronostics. Qui est-ce que vous voyez gagnant ou pas? Est-ce que vous voyez un match nul? C'est à Paris ou Monaco? C'est Paris-Monaco. À Paris. Voilà. Donc, Seb, vas-y, commence si t'es chaud. Oh là là là, bah alors c'est bien malin celui qui me dira le résultat exact. Ça serait bien que tu me dises le tien. J'en sais rien. Ça peut être un vieux 1 partout, comme ça peut être un 4-3. Le mec se mouille. Non, franchement, j'en ai aucune Dis idée. 1-1 et puis on passe à la suite. Non, allez, 1-2-2. Allez. 2-2. Giro. Moi j'ai envie de voir, j'ai envie de voir une victoire un peu fondatrice de ce nouveau cycle parisien dont je parlais au début. Ouais. Je vois 3-1 pour Paris. 3-1 pour Paris. Cyril? Je vais dire la même chose, 3-1, 3-0 pour Paris. 3-1, 3-0, ok. Vous voyez pas mal de buts. Alex? Soyons fous, moi je vois un 4-2 pour Monaco. D'accord. Et Florian? Et moi, 2-0 pour Paris, doublé de Karimi. D'accord. Et Bernie? 4-2 Paris. J'espère qu'on a bien tous noté. 4-2 PSG. Très bien. Merci. Oui, il y a un podcast, c'est filmé. Ouais, je pense qu'on les ressortira la semaine Il prochaine. n'y a que Alex qui a dit Monaco gagnant. Ouais. Si Monaco il gagne, Il y avait quoi, lui? Bah, comme tous les vendredis soirs. C'est pas Ok, bon La générosité. on suivra ça avec attention dimanche soir, 21h, donc sur Canal+, la chaîne qu'on peut regarder gratuitement, bien sûr. Sauf si vous avez un compte comme moi. Voilà, tu nous fileras les codes, du coup, Alex. Merci. Du coup, on va passer à la suite, le point mercato, puisqu'il se passe beaucoup de choses dans le championnat français. On a vu beaucoup de gens arriver cette semaine, des gros noms qui risquent d'arriver également. Ou de bouger en tout cas. C'est vrai pour beaucoup. Ça a bougé là ces dernières heures. Sur la journée là, ça a été particulièrement mouvementé. On va en parler. Donc principalement Evra à Marseille. Tonton Evra qui signe à Marseille. Qu'est-ce que vous en pensez? Un gros coup réalisé par Marseille qui le pique un petit peu à Lyon, puisque c'était ça qui était annoncé. On a tout entendu sur ce transfert. On a entendu du bon, du très bon, du très mauvais. J'ai écouté Tim Dugas dans la semaine où il s'offusquait de voir un mec de 35 ans arriver, etc. Les supporters aussi, certains. Les supporters aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, ce club, quand je vois la défense de ce club, ils sont tellement à la Oui, que avoir un mec comme ça, en plus l'américain, il a les moyens parce qu'on parle de budget, etc. Mais bon, s'il le fait, c'est qu'il a les moyens à un moment donné. Oui. Apparemment, Zubizarreta se serait même déplacé en voiture personnellement pour aller le chercher. Moi, je pense que ça peut. Je vais pas dire que c'est un acte fondateur, tout ça, mais ça va en tout cas limiter la casse jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Parce que c'est un mec comme ça, c'était un relais qu'il fallait dans le vestiaire, c'était pas Rolando Doria qui allait changer. Bien sûr. Ouais, mais genre, tu peux avoir le meilleur relais du monde. Si les mecs qu'il a avec lui en défense, c'est des brels, c'est limiter la casse. Ça peut limiter la casse. Je peux pas dire limiter sur son côté, mais. Non, parce que c'est une catastrophe. Ça peut également retenir certains joueurs où on a tiré d'autres. Notamment Diarra qui parle de rester depuis qu'il arrive. Tu tapes sur la table en disant je mets les moyens, même si c'est un joueur de 35 ans, etc. On sait tous qu'ils ont mis les moyens, on a tous vu la compte de presse, etc. C'est un acte en disant peut-être qu'on n'avait pas forcément de grandes opportunités, mais celle-là on l'a saisie. Et on montre qu'on a des ambitions, et c'est bon, et on prépare le mercato estival. J'allais dire, ils sont pas fous, Evra, tu le prends, il a 35 ans, tu sais qu'il va pas rester 4 ans. Bien sûr, mais il le signe pour 18 mois. Il va faire 18 mois, voilà, au mieux il fera 1 an et demi, puis. Florian. Et voilà, il va attirer aussi de grands joueurs. Enfin, on dirait que c'est un peu le projet que Paris avait d'attirer des joueurs d'expérience. Comme par exemple Beckham, ou même, c'est pas le même niveau, mais Evra a quand même du contact. Et puis on a vu dans son interview, dans sa conférence de presse, il a la classe. Il a parlé italien, il a parlé anglais, il a parlé français, il a enchaîné. Et puis il a adopté, les supporters marseillais l'ont adopté direct, rien que par sa façon de parler. Et puis même dans le vestiaire. Evra, c'est resté Evra. J'ai regardé un reportage sur l'équipe de France qui est passé sur TMC, c'était génial. Dans le vestiaire, c'est le patron, tout le monde l'écoute et tout le monde. C'est un acte important. Gio, tu le disais, pour moi, c'est un acte peut-être fondateur de ce nouvel OM, avec l'arrivée notamment aussi de Sanson qui vont faire partie de ce nouveau projet. Quelle place d'ici, Sanson Lukina 12 millions. Et les compos sont tombés, il est titulaire ce soir avec Marseille contre Montpellier. Très bien. Mais moi je trouve que c'est un beau. Et moi j'ai juste une question à poser, c'est moi quand je vois la compo de Paris, l'arrière gauche, ok c'est important, mais pour moi c'était plus
plus l'axe central qui posait problème plutôt que le côté gauche. Donc après, c'est une opportunité, là, 35 ans. Moi, ça me rappelle un petit peu l'arrivée d'Izarazu en 2002. Voilà. Donc, pas du tout pareil pour moi, dans le sens où ça sentait beaucoup plus la retraite et le sapin quand Lizarazu arrivait, qui posait avec le gros José là, que quand. Parce que Evra est encore affûté, il joue encore il y a quelques semaines. Mais oui, mais moi il y a quand même un truc qui me chiffonne. Puisque Evra il est physiquement au top, d'accord, pourquoi la Juve le lâche? Alors dans ce cas-là, qu'on m'explique pourquoi la Juve décide de le lâcher. S'il est parce qu'il y a négocié, notamment si lui veut voler du temps de jeu, après c'est pour ça que les joueurs à la Juve. Il y a des joueurs à la Juve qui prennent le poste. Mieux que Marseille. Il y a un centre de formation, il y a tout ça. Oui, voilà, bien sûr, il y a des jeunes à faire éclore en tout cas à la Juve. Voilà, je pense que Evra était un peu barré à la Juve, il voulait une nouvelle opportunité, il y avait des clubs anglais qui s'étaient positionnés, puis bon, c'est Marseille qui reste. Il était venu à la Juve pour justement aussi amener encore plus d'expérience dans cette défense, pour aller viser un autre dernier carré de Ligue des Champions. Jérémy, si tu nous entends, je pense que tu seras peut-être d'accord avec ça. Et donc le taf a été fait, maintenant voilà une autre mission et c'est celle de l'OM. Tu vois, c'est dommage parce que le mercato de l'OM pour l'instant il est vraiment loin d'être dégueulasse sans Evra. Et quand je pense qu'ils vont tout flinguer en prenant Payet, je me dis c'est dommage. Mais bon. À voir. Alex, tu voulais réagir par rapport à ça? Après, moi j'ai posé une question. Qu'est-ce qui n'est pas bon à prendre pour l'OM dans les. Vu que ils sont. Honnêtement, un Bordelais, ça c'est pas bon pour eux. Mais bon, moi le vendeur, ouais. Ça me dit que tu vas-y, pas de Bordeaux, toi. C'est pénible. Alex, surtout pour le mercato. C'est pénible. Non, mais. Je vois pourquoi les supporters marseillais, j'ai entendu des supporters marseillais qui crachaient dessus. En même temps, t'as pas mieux sur l'aile gauche. D'ailleurs, qui c'est qui jouait sur l'aile gauche jusqu'à présent? Alex, mets-toi à la place du supporter. Marcourt, il arrive, il dit 200 millions, machin, tout ça. Et on te dit, le champion du project, on prend Patrice Evra. Bon, je veux bien, mais me dis pas que dans toute l'Europe, il n'y a pas un arrière-gauche entre Patrice Evra et un jeune qu'on connaît pas. Mais qui va à l'OM? Tremoulinas. Et qui va à l'OM? Moi, je suis Marseille, je vais chercher Tremoulinas. Tu vas pas acheter un mec comme Jordi Alba ou quelqu'un de Wolfsburg, là, Rodriguez, je sais pas trop quoi. Non, mais là, on parle que de gens qu'on connaît, mais il y a peut-être des mecs qu'on connaît pas parce que dans des équipes qu'on regarde pas forcément, ou dans des championnats qu'on regarde pas forcément, qui sont très bons et qui peuvent. L'OM, c'est pas Paris, c'est pas Monaco. Ça reste aussi un mercato hivernal, on l'oublie. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont difficilement atteignaient sur un mercato hivernal. On en a déjà parlé ici. Oui, t'as pas de grosses montures après cela. Bien sûr. On va enchaîner avec d'autres recrues parce que le temps passe et on a notre invité qui va pas tarder à arriver. D'autres noms qui viennent en tête, Guedes donc à Paris, la recrue portugaise du PSG. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un coup de poker à la Pastore ou un peu mieux peut-être? Après moi j'ai regardé les chiffres de Benfica au Mercato, c'est incroyable genre ce qu'ils font, genre ils achètent des joueurs pour 3 centimes et après ils les revendent de 30 millions. Quoi. Ils ont vraiment un coup d'œil. C'est ce qu'ils font depuis des années. Comme Porto d'ailleurs. Ouais. Ensuite, moi je pense que Guedes c'est une bonne recrue parce qu'il vaut mieux l'acheter là, au Mercato hivernal, 25 millions, le faire jouer avec Paris qui s'intègre à la vie parisienne, qui s'intègre parce qu'il a quand même que 20 ans, je crois que c'est ça, mais le faire intégrer à la vie parisienne, qui s'adapte au groupe. Et puis l'année prochaine, le faire démarrer en trombe en Ligue des Champions, en trombe avec l'équipe et qu'il soit direct intégré comme le Chelsea. Parce que sinon, si on le fait arriver au mercato d'été, il va vouloir 50 millions, donc 20 millions de plus parce que tout le monde va vouloir se l'arracher. Donc la concurrence, ça va faire que tout le monde va mettre les prix encore plus supérieurs. Là, il arrive au mercato hivernal, il va être bien et puis au moins c'est une sécurité parce que il y a peut-être Pastore qui va partir, Di Maria qui va partir. Enfin, Paris c'est aussi la fin d'un cycle un petit peu on dirait. Donc il vaut mieux se renouveler au niveau des jeunes et puis on verra. Et puis à Paris il leur fallait une pointe, c'est-à-dire qu'ils ont joué quelques matchs avec Ben Arfa, c'est pas un attaquant de pointe. Il peut jouer. Guedes est recruté pour ça, pour être la doublure de Cavani. Mais il a joué à l'attaquant de pointe. Moi je pense que, je reviens un petit peu à ce qu'on disait au début, il y a une réelle volonté pour le Paris Saint-Germain d'amener ses joueurs techniques, de distiller des belles passes, et c'est vrai que c'est un peu ce qui manque avec la blessure de Pastore aussi, et aussi il cherche de la régularité là-dedans, et ça montre vraiment la politique d'Unai Emery, passer sur les ailes, ok, mais en gardant la balle et en faisant circuler, ou en allant très vite en contre.
avec le ballon au sol. Donc moi je trouve ça, il me tarde de voir ce que vont donner ces joueurs, ça sent bon, je sais pas. Bien sûr, moi je trouve que c'est un beau pari, peut-être un peu cher, encore une fois, mais bon, je pense que pour le Paris Saint-Germain, maintenant c'est l'argent, quand t'as de l'argent. Bien sûr. Donc à voir, ça reste à voir, maintenant c'est un chute poker tenté. Juste une petite parenthèse que j'ouvre avec Ben Arfa. On parle de Ben Arfa, etc., qui justement par son absence, qui joue pas beaucoup. Oui. Peut-être que finalement, avec ce groupe-là, avec ce renouveau, peut-être qu'il va lui aussi s'intégrer dedans. Et puis finalement, il n'y a pas de mal à être un super sub aussi et essayer de s'intégrer là-dedans. Donc ça sera peut-être la demi-recrue aussi qu'on verra peut-être éclore. Et justement, pour parler de Ben Arfa, la Gazzetta, bref, le journal italien, la Gazzetta, comme l'a si bien dit Jean Laurel, a fait une interview avec Unai Emery qui disait que Ben Arfa, justement, il était mis à l'écart dans le vestiaire par ses compagnons, c'est un peu chaud, par ses potes là, et que justement il ne parlait pas, justement il se moquait de lui, tout ça. Parce que c'était pas une grosse monture, un peu comme toi avant la radio, c'est un peu. Oui, mais d'ailleurs, même encore ça continue. Ça c'était au début, ça. Cette interview c'était au début de Ben Arfa, et c'est pour ça qu'il a connu un creux de 2 mois ou 2 mois et demi où il rentrait plus. Cette interview elle sort à ce moment-là. Ouais. Et puis Ben Arfa, il est quand même, faut pas oublier qu'il est quand même parisien à la base. Et que je pense qu'il pense aussi à sa famille, qu'il se dit qu'il a tout à côté et que Paris c'est quand même un bon idylle, sincèrement. Il doit gagner mieux qu'à Nice et je pense qu'il pense aussi à ça parce qu'il a tout à côté. Bien sûr. Ensuite, d'autres recrues en Ligue 1, messieurs, est-ce que vous en avez en tête qui vous ont particulièrement marqué? Mancini à Bordeaux. Mancini à Bordeaux, on s'en fout. Delors, voilà, tout. Alors, puisque tu parles de Bordeaux, moi je trouve que le bon coup de l'or, parce qu'apparemment là il est dans l'avion, si vous avez un petit peu suivi les réseaux sociaux, il y a des photos qui circulent, etc. Donc c'est fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Toulouse frappe un grand coup en posant les 8 millions d'euros en allant le chercher, alors que Saint-Étienne était dessus, d'autres 6. Il n'y a pas de plus, c'était 8. Bref, enfin quand même pour Toulouse, qui est quand même en deuxième partie de classement, ils arrivent à attirer un joueur comme ça, alors que des clubs un peu plus huppés, comme Bordeaux, Alex, ou comme Saint-Étienne, n'ont pas réussi à le faire. Et Dieu sait si c'est compliqué de faire venir des joueurs qui sont en Amérique du Sud ou Amérique centrale, même pour un Français. Bien sûr. Simon qui joue pas là-bas, il a joué 2 matchs. Ça reste quand même une valeur sûre du championnat français, qui se remettra en forme et qui fera peut-être du bon à Toulouse. Juste un truc, il faut se poser aussi la question, si Andy Delors va à Toulouse, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas mieux que Toulouse qu'il voulait. Parce que si vraiment tu t'appelles mieux que Toulouse, je sais pas quel club il y avait Saint-Étienne, mais c'est si Saint-Étienne vraiment ils voulaient Delors, ils auraient mis les moyens. Le problème de tous les clubs français, c'est que tous les clubs français ont proposé un prêt avec option d'achat. Sauf que Tigresse, ils ont simplement dit on a mis 8 patates, on veut au moins récupérer 6. Et je parlerai même pas de l'état d'esprit de ce garçon, dont on sait ce qu'il a fait cet été. Mais je comprends même pas qu'on donne encore du crédit à ce garçon. Cyril, il était chaud bouillant, de leur aborder. Mais le mec, il fait ça à 5 ans, mais plus jamais je la vis, je le fais signer dans mon club. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est pareil. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Maintenant, pour avoir discuté avec des supporters de Tigresse, qui j'ai dû remettre mon espagnol en route, il est adoré là-bas quoi. Mais parce que le mec est disponible, etc. Non mais s'ils sont idiots pour adorer un mec qui a joué 10 matchs, parce que le mec il joue pas tout le temps, il joue pas tout le temps en plus je crois à Tigresse. Dans la rotation avec Gilles. Moi ce que je pense, et pourtant en dehors du stade, en dehors de ça, il respectait quand même cette image d'aller faire des photos, d'aller machin, il est adoré là-bas. C'est le Mexique. Tu ne permets pas au Mexique ce que tu te permets à Caen, à savoir de ne pas venir pendant 2 mois. Mais voilà. Moi j'aurais aimé qu'il fasse ça quand. Je sais pas, pourquoi si t'es tant attaché. En plus, il a fait des pieds et des mains pour partir au Tigresse, il reste 4 mois et il revient. Expliquez-moi la cohérence. Ça a été dit, sa famille s'adapte pas à la vie la vie au Mexique, c'est pas Guantanamo, faut arrêter. Mais ça n'a jamais quitté l'aigle encore. Mais t'es allé au Mexique, la vie au Mexique, c'est pas Guantanamo. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai vécu en Lituanie avec des moyens et autant te dire que je peux comprendre que c'est compliqué. Juste sur Delors, quoi, faut aussi dans sa carrière. Il fallait qu'il y réfléchisse avant dans ce cas-là. Il faut aussi remarquer dans sa carrière. On va finir sur ça, c'est un joueur qui est quand même peu stable, qui change de club au moins une fois par an à peu près. Donc voilà, il a testé l'Angleterre, ça n'a pas marché, il est revenu à Tours, il a tout cassé à Tours. Après voilà. Moi je pense que c'était un bon coup pour après Caen.
Après, c'est l'intermède au Mexique, je trouve quand même que c'est compliqué. Ouais. Après, Andy Delors, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et Alex, je vais pas te laisser la parole cette fois-ci, puisqu'il faut qu'on conclue vite. Juste une petite. Bah, allez, vas-y, sors là ta phrase. Il voulait juste de l'or. Ah, il voulait juste de l'or. Merci. Merci beaucoup. Pour la défense de Puceau, c'est quand même Flo et Jean-Rel qui l'ont jeté comme un sombre crétin. Alors déjà, Puceau, tu peux perdre. Mais c'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Bon, allez. Allez les gars, on va conclure là-dessus. Oui, effectivement, Delors, et c'est un petit peu délicat, mais je pense que pour un club comme Toulouse, ça reste une bonne opportunité qu'il fallait saisir. En tout cas, bien joué de la part de Toulouse. Juste un petit mot pour un petit remerciement aux personnes qui sont sur le chat à l'heure actuelle. Ils sont nombreux ce soir, ils nous expliquent leur bonjour, etc. Donc messieurs, on est écoutés ce soir. Voilà. On vous salue, bien sûr. Mes bisous à vous. S'il y a des filles, c'est 06 60. Je vous envoie un petit poutou. Bon, messieurs, vous connaissez, il est 20h10, vous savez, il y a un rendez-vous tous les soirs maintenant dans les désaccès, c'est le Pyramide qui est lancé. Oui, bien sûr qu'on le fait maintenant, Jean-Rel. Et d'ailleurs, tu peux. On s'organise comment, Gio? Parce que j'ai Johnny Ecker pour rien vous cacher qui est au téléphone. Ça raconte un peu. Oui. Donc à la limite, est-ce que on peut le faire après. Est-ce qu'on fait le pyramide après ou on fait la pause et on prend Johnny Ecker, on fait le pyramide. On fait la pause, on prend Johnny Ecker et on fera le pyramide en fin d'émission. Tout ça avant 9h les enfants. Voilà, tout ça avant 9h, bien sûr. Avec la on n'oublie pas Géa évidemment. On n'oublie pas Géa. Bon, en tout cas messieurs, on vous dit bonne pause, on vous dit dans 5 minutes, un petit peu de musique en attendant. Allez, à tout de suite. Petite pause pipi.